Bonjour, chers amis auditeurs, auditrices, c'est Hervé Chesville à l'antenne pour notre rendez-vous hebdomadaire Panorama Info. Aujourd'hui, avec cette émission, je voudrais joindre ma voix à un appel lancé il y a quelques jours par une trentaine de personnalités influentes dans le monde, en particulier d'Afrique, parmi lesquelles figurent deux prix Nobel comme le Congolais, le RD congolais, le docteur Denis Mukwege, et l'écrivain nigérian Wole Soyinka, ainsi que l'éminent écrivain camerounais Achille Mbembe. Un appel donc pour la libération de Mohamed Bazoum, le président légitime du Niger. Dans une tribune publiée par le quotidien Le Monde, ces personnalités issues d'horizons divers dénoncent la détention arbitraire du président renversé et soulignent les conséquences désastreuses de cet acte, non seulement pour sa famille, mais aussi pour l'ensemble du peuple nigérien. Les signataires de cet appel s'inquiètent de la façon dont les nouvelles autorités de Niamey traitent Mohamed Bazoum. Ils estiment qu'il est puni pour son engagement en faveur des libertés fondamentales et de l'état de droit, ainsi que pour son combat contre la corruption, une lutte qui a fait de lui une figure populaire sur la scène politique nigérienne et internationale. Ces personnalités demandent une action immédiate pour obtenir la libération de Mohamed Bazoum et éviter que le Niger ne s'enfonce davantage dans une spirale d'instabilité politique et sociale. En renversant Mohamed Bazoum, le chef putschiste Abdourahmane Tiani avait justifié son action par l'échec de la lutte contre le terrorisme dans le pays. Toutefois, cette prise de pouvoir avait été largement critiquée à l'international, notamment par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, et par l'Union africaine, qui ont toutes deux demandé la restauration de l'ordre constitutionnel au Niger. Depuis ce coup d'État, Bazoum et son épouse Hadiza sont retenus en résidence surveillée dans des conditions qualifiées de très sévères selon des sources concordantes. En fait, le terme de résidence surveillée est même inapproprié, parce qu'il semblerait qu'il soit détenu dans 2 pièces dans le sous-sol du palais présidentiel de Niamey. Donc ces sources concordantes révèlent que le couple présidentiel vit sous une stricte surveillance d'hommes armés, 24 heures sur 24, et sont privés de tout contact avec le monde extérieur. Selon d'autres informations partagées par des proches du couple présidentiel et par divers médias, ces conditions de vie ne cessent de se détériorer. Cette situation a d'ailleurs suscité une vague de solidarité à travers le monde. Pour rappel, Mohamed Bazoum a été renversé par un coup d'État militaire en juillet 2023. Ce putsch, nous l'avons vu, avait été mené par le général Abdourahmane Tiani, qui était alors commandant de la garde présidentielle. Jusqu'à présent, aucune explication officielle ou charge précise n'ont été formulées contre Mohamed Bazoum. Cette absence de communication judiciaire est jugée alarmante par de nombreux observateurs qui estiment que cette détention ne peut qu'avoir de graves répercussions sur le climat politique du Niger. De nombreux acteurs politiques et organisations humanitaires réclament une enquête approfondie sur les conditions de détention de Mohamed Bazoum et de son épouse. Le rôle du président déchu dans la lutte contre le terrorisme et la corruption avait fait de lui une figure centrale du paysage politique africain. La nouvelle de l'élection de Mohamed Bazoum au Niger en février 2021 m'avait, à l'époque, réjoui. J'avais d'ailleurs évoqué cette joie au sujet de cette élection
dans mon émission sur ces ondes du 24 février 2021. Je disais entre autres les choses suivantes. L'un des pays les plus pauvres de la planète vient de donner un bel exemple de maturité démocratique. Il s'agit du Niger. Cet exemple est remarquable pour plusieurs raisons. D'abord parce que le président sortant, après avoir accompli 2 mandats de 5 ans, n'était pas candidat à l'élection présidentielle qui s'était déroulée donc dans ce vaste pays sahélien. Le président sortant, Mahamadou Issoufou, arrivé au pouvoir par les urnes en 2011, avait été réélu en 2016 pour un second mandat. En refusant d'être candidat à sa propre succession, il avait respecté la constitution de son pays, qui limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. Cela pourrait paraître banal à nos auditeurs. En France, depuis la création du poste de président de la République, au XIXe siècle, un seul homme est parvenu à accomplir 2 mandats successifs. Il s'agissait de François Mitterrand. Et personne, aucun président français, n'a même songé à effectuer un 3e mandat, alors que la Constitution ne l'interdisait pas encore, voici quelques années. En Afrique, ce respect de la Constitution et cette absence de volonté de s'accrocher au pouvoir sont tout à fait exceptionnels. Trop souvent, les présidents sont tentés de susciter une modification de la Constitution qu'ils avaient pourtant eux-mêmes souvent promulguée afin de pouvoir se représenter. C'est donc ce pays cumulant les handicaps, situé dans cette bande sahélienne infestée de groupes terroristes transfrontaliers, qui était en train de donner une leçon de démocratie et de transition pacifique au reste du continent, en pleine crise du Covid-19, laquelle crise a trop souvent servi de prétexte pour renforcer des régimes déjà autocratiques ou dictatoriaux ailleurs en Afrique. L'élection présidentielle nigérienne avait eu lieu le 27 décembre 2020 pour le premier tour et le 21 février 2021 pour le second. Au premier tour, qui s'était déroulé dans le calme, 30 candidats étaient en lice, tous des hommes. Mohamed Bazoum, 61 ans à l'époque, était ministre de l'Intérieur et dauphin du président sortant, et l'opposant Mahaman Ousmane, ancien président de 1993 et 1996, s'était qualifié pour le second tour. Bazoum l'avait emporté au second tour avec 55,75% des suffrages. Ce seul pourcentage et le fait que le candidat ait été élu au second tour seulement sont à saluer. En effet, nombre de pays africains nous ont habitués à des scores de 99% des suffrages exprimés pour le président sortant, et ce dès le premier tour, comme on l'a encore vu le mois dernier au Rwanda. Lors de cette élection de Mohamed Bazoum, je disais que cette élection marquera la première transition de pouvoir démocratique au Niger en 61 années d'indépendance. Pour la première fois dans l'histoire de ce pays, un président élu devait transmettre le pouvoir à un autre président élu. Il est un autre détail qui, d'un point de vue africain, rendait cette élection remarquable. Le président, qui devait être investi le 7 mars 2021, était issu d'un groupe ethnique ultra minoritaire au Niger, celui des Arabes Oulad Suleiman, que l'on appelle également Wassili. On trouve ce groupe principalement au Fezzan, la région saharienne du sud-ouest de la Libye. Au Niger, les Haoussa représentent 54% de la population. Le président sortant, Mahamadou Issoufou, est lui-même un Haoussa. En dehors des Haoussa, on trouve des Arma, qui représentent 18,2% de la population, des Songhai, 4%. Ces derniers constituent
et des Touaregs, 11%, qui nomadisent dans le nord saharien. On trouve aussi des Peuls, à hauteur de 10%, qui sont répartis dans l'ensemble du pays, ainsi que d'autres groupes ethniques très minoritaires, dont celui de Mohamed Bazoum, qui ne représente que 0,04% de la population totale du Niger. Vous l'aurez sans doute noté, chers auditeurs, ma conclusion relevait un détail pour le moins frappant. Un candidat issu d'un groupe ethnique représentant 0,04% de la population était parvenu à se faire élire par 55,75% des électeurs. Ce résultat me donnait alors des raisons d'espérer que la vraie démocratie était en train de prendre racine au Niger et que d'autres pays du continent ne tarderaient pas à suivre l'exemple nigérien. J'ai coutume de dire que je ne croirais en l'enracinement de la démocratie en Afrique que le jour où un candidat issu d'une minorité ethnique serait élu président dans l'un des pays du continent. C'est exactement ce qui s'est produit au Niger en février 2021. Trop souvent, dans les pays où j'ai vécu, je n'ai pu que constater que, le jour du vote, le réflexe tribal l'emportait et déterminait le résultat de l'élection. Les électeurs votaient pour le candidat issu de leur groupe ethnique ou de leur région, même s'ils savaient pertinemment que ce candidat était incompétent ou corrompu. Cependant, à l'annonce de l'élection de Mohamed Bazoum, je savais qu'il fallait raison garder. J'étais conscient que le pouvoir d'un civil issu d'une ethnie ultra-minoritaire ne pouvait qu'être extrêmement fragile, surtout dans un pays qui, depuis son indépendance en 1960, a connu tant de putschs militaires. C'est effectivement ce qui devait se produire, hélas. Le 26 juillet 2023, le chef de la garde présidentielle, le général de brigade Abdourahmane Tchani, sachant qu'il allait bientôt devoir partir à la retraite, a préféré prendre les devants en arrêtant le président qu'il était censé protéger et en le gardant prisonnier à l'intérieur même du palais présidentiel, et ce, jusqu'à ce jour. Il s'est donc agi ce jour-là d'un coup d'État pour convenance personnelle, sans objectif politique précis. Le chef putschiste a invoqué une situation sécuritaire dégradée et le péril djihadiste pour justifier son putsch. Il s'agissait là de mensonges éhontés, car sous Mohamed Bazoum, la sécurité dans le pays s'était améliorée et elle était certainement bien meilleure qu'au Mali ou au Burkina Faso, deux pays voisins ayant également des juntes militaires à leur tête. Hélas, les autres chefs de l'armée avaient fini par se rallier aux putschistes et une junte avait été formée avec Tchani à sa tête, secondé par un ancien chef des forces armées nigériennes, le général Salifou Modi. Le président Bazoum, malgré les pressions sur lui et sa famille, malgré les dures conditions de détention qui lui sont imposées, a toujours refusé de démissionner. C'est d'ailleurs très certainement le principal grief des putschistes à son égard, même s'il ne l'avoue pas. Mohamed Bazoum est donc toujours le président légitime de la République du Niger. Quelle sera la portée de l'appel lancé par ces éminentes personnalités pour la libération du président Bazoum? Pour ma part, si j'espère qu'il soit libéré au plus vite, je souhaite également que l'ordre constitutionnel soit aussi rétabli au Niger, l'un des pays les plus pauvres du monde, un pays qui aurait certainement pu faire l'économie de ce coup d'État militaire aussi inutile qu'absurde et désespérant pour l'avenir de la démocratie du Niger et de la démocratie partout ailleurs en Afrique. Le Niger n'avait vraiment pas besoin de cet énième coup d'État militaire. N'est-il pas grand temps de réaliser que les porteurs de treillis et de casquettes,
avec leurs communiqués démagogiques et mensongers, n'apportent jamais rien de bon, au Niger comme ailleurs en Afrique. Une démocratie, même imparfaite, un pouvoir civil, même faible et divisé, une société civile et des médias libres valent toujours mieux qu'un carteron de généraux. Si les militaires savaient mieux gérer un pays que des civils, cela se serait su, tant l'Afrique a connu de ces régimes kakis issus de putsch militaires depuis plus de 60 ans. D'autant que depuis l'arrivée au pouvoir du général Kani, la situation sécuritaire au Niger ne s'est pas améliorée, bien au contraire. Et la situation économique de ce pays fragile s'est encore grandement détériorée du fait de l'isolement diplomatique dans lequel s'est retrouvé le pays depuis le coup d'État. Certes, le Niger s'est beaucoup rapproché de deux de ses voisins, eux aussi dirigés par des militaires, le Mali et le Burkina Faso, mais il s'est coupé des autres États membres de la CEDEAO qui, eux, contrôlent les débouchés du Niger, pays enclavé sur l'océan, et donc ils contrôlent donc les exportations et les importations du Niger. Au Mali et au Burkina Faso, le bilan des militaires est désastreux. La situation sécuritaire dans ces deux pays s'est dramatiquement aggravée, avec des massacres épouvantables, comme celui commis le 24 août dernier à Barsalogo, dans le centre-nord du Burkina Faso. Ce massacre a été commis par les djihadistes du JNIM, un acronyme qui signifie Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Il s'agit d'un groupe armé lié à Al-Qaïda. Dans ce massacre, on a dénombré entre 300 et 400 victimes, en majorité des civils. Il s'agissait de l'attaque la plus meurtrière de l'histoire de ce malheureux pays. Au Mali, le même groupe terroriste a mené une audacieuse opération à Bamako, la capitale du pays, ce mardi 17 septembre. Cette double attaque visait l'école de la gendarmerie, située dans le quartier de Faladié, et une base militaire de l'aéroport de Bamako. Le JNIM prétend avoir infligé, je cite, de lourdes pertes aux mercenaires de Wagner et, je cite encore, détruit de nombreux aéronefs et véhicules. Selon les témoignages reçus par Radio France Internationale, l'attaque a fait de très nombreux morts et des dizaines de blessés ont afflué dans les hôpitaux de la capitale. Rappelons que depuis la fin de l'opération Barkhane, c'est-à-dire de l'opération de maintien de la paix initiée par la France, c'est le groupe paramilitaire russe Wagner qui épaule l'armée malienne dans ses opérations de contre-insurrection. J'ignore si le président légitime du Niger, Mohamed Bazoum, a pu être informé de l'appel lancé en faveur de sa libération par une trentaine d'intellectuels africains. De même, je crains fort qu'il n'ait aucun écho de mon émission d'aujourd'hui. Si toutefois ces nouvelles devaient arriver aux oreilles de ses avocats et qu'elles lui soient ensuite transmises par leur intermédiaire, je souhaite qu'elles lui apportent un peu de réconfort, ainsi qu'à son épouse, et qu'elle l'encourage à tenir bon. Je n'ai jamais oublié Mohamed Bazoum. Sa dignité et son courage sont une leçon pour toutes les personnes éprises de liberté et de démocratie en Afrique et ailleurs. Je vous remercie pour votre attention, chers amis auditeurs et auditrices, et je vous laisse avec un groupe musical formé par des femmes nigériennes, un groupe qui s'appelle, je crois, Tempête du désert. À la semaine prochaine. Soni Masoi. Soni Kasani Ranka. Domi
so da yara